Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors on entend souvent parler du manque de désir des femmes dans le couple et on n'entend pratiquement jamais parler du manque de désir des hommes qui seraient toujours prêts comme les scouts à avoir un rapport sexuel. Grâce à leur pulsion. Pourtant, depuis quelques années, je constate de plus en plus qu'il y a des femmes, des auditrices qui témoignent et qui se plaignent du manque de désir de leur partenaire. Et elles sont tout aussi perdues face à ce non-désir de leur compagnon. Alors, quand est-ce qu'on peut faire l'amour si l'autre n'a pas envie ? C'est en effet très compliqué. Et quoi faire ? Eh bien, c'est avec Marc Galliano qui est avec nous, qui est andrologue et spécialiste du bien vieillir des hommes, qui va vous aider à relancer le désir des hommes. Mais déjà, il ne faut pas croire que la cause de manque de désir des hommes, c'est dû uniquement au vieillissement de la population. Il y a certainement bien d'autres raisons, puisqu'on voit des hommes jeunes, même des hommes de moins de 30 ans, qui parfois n'ont plus de désir. Alors pourquoi ? C'est ce que je vous propose qu'on essaye de comprendre ensemble, et on va peut-être aussi pouvoir trouver quelques solutions pour relancer le désir masculin. En tout cas, venez témoigner, venez poser vos questions, et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Merci d'être avec nous, Marc Galliano. Vous venez de sortir un livre, Andropause, aux éditions Flammarion, avec en dessous, préserver vos capacités physiques, intellectuelles et sexuelles. Vous parlez un petit peu évidemment du désir, mais vous parlez surtout beaucoup de ce que c'est qu'un homme, qui est quand même pas tout à fait une femme, osons le dire. En effet. Et alors le désir, c'est peut-être déjà différent de la pulsion. C'est peut-être la première chose qu'on peut rappeler à ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Alors le désir, et la libido, on peut les assimiler à une énergie. C'est une énergie qu'on a en nous, qui nous pousse à aller vers l'autre. Alors, lorsque c'est une pulsion, c'est on va dire, c'est un instant T. Le désir, on peut dire, sur une échelle de temps beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on peut travailler son énergie libidinale sur des durées qui sont plus longues que la simple pulsion qui nous amène à passer à l'acte ou pas. Alors, on pourrait comparer avec la nourriture, j'aime bien cette comparaison. Oui. Tout d'un coup, on a faim, bon ça c'est une pulsion. Exact. Et puis on peut avoir envie d'aller manger le plat qu'on adore parce qu'on sait qu'on va aller chez notre grand-mère et on sait qu'elle va nous faire le fameux, je sais pas quoi, bœuf bourguignon qu'on adore tellement. Et là, c'est un désir. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça ? Exactement. On est sur la durée, donc ça veut dire qu'on est sur un travail beaucoup plus profond. Et donc la libido, elle se travaille régulièrement, alors que la pulsion, c'est juste appuyer sur une détente. Voilà, c'est un peu ça. Alors vous qui travaillez beaucoup sur le vieillissement, qui vous essayez d'aider les gens à bien vieillir, Marc Galliano, est-ce que le désir diminue quand on vieillit ? Alors oui. Le désir peut diminuer, alors pas parce que forcément, on va forcément parler de testostérone, donc on va parler du phénomène biologique qui sous-tend au désir, mais cette énergie, souvent j'aime bien citer Hartfood, qui était un scientifique anglais, mais qui peut aussi se rapporter aussi à la médecine traditionnelle chinoise. On est avec une quantité d'énergie qu'on peut allouer à ce que l'on veut, et donc pour lui il y a l'énergie liée à la reproduction, l'énergie à protéger son enveloppe corporelle, et de l'énergie pour vieillir le mieux possible. Et donc en effet, donc quand on voit qu'on a cette énergie qui nous est allouée lorsque l'on est, on la met un peu où on veut. Et certains individus, certains hommes vont pouvoir plus développer leur énergie sur, par exemple, à la cinquantaine, il y a beaucoup d'hommes qui se mettent à faire du triathlon, qui s'imposent des séances d'entraînement très fortes, très fréquentes, et donc il y a moins d'énergie pour la libido. On peut le voir comme ça. Mais en même temps, c'est ce que dirait Freud, la libido s'est sublimée dans le sport. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien détourner, ce que dans le fameux livre de Moravia, lui et moi, donc à un moment donné, on peut très bien dire que la pulsion créatrice
rentre en compétition avec la pulsion sexuelle, et donc on drive son énergie sexuelle vers une autre source de satisfaction, qui peut être le sport, mais qui peut être la création aussi. L'art, évidemment. L'art. Alors, moi, j'ai un peu réfléchi à ce manque à ce manque de désir chez certains hommes. Je crois qu'il y a déjà 2 choses essentielles, peut-être, à rappeler. Je ne sais pas si vous serez d'accord, Marc Galliano. D'abord, il y a cette peur des femmes actuellement. Hein. On sait que les femmes prennent un peu le pouvoir, notamment dans la sexualité. Quand un homme se fait un peu rabrouer, il a peur de ne pas avoir son érection, du coup peut-être que ça le coupe de son désir. Et puis il y a un autre phénomène aussi très très actuel, c'est tous ces hommes qui se masturbent devant du porno, avec des masturbations un peu compulsives. Est-ce que ensuite on a encore envie, de faire l'amour avec sa femme, qui peut-être n'est pas aussi excitante que les filles qu'il voit dans les films porno. Enfin, c'est déjà deux sources peut-être qui pourraient expliquer, non? Ah oui, alors ça, en effet, puisqu'elles sont complètement décorrélées du taux de testostérone. C'est-à-dire que là, c'est vraiment question d'éducation. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'addiction à la pornographie qui est bien étudiée, chez les plus jeunes, mais chez les moins jeunes aussi. Oui, donc, oui, bien sûr, bien sûr. La pornographie aujourd'hui, de par la violence qu'elle impose à ceux qui la regardent, et ceux qui la pratiquent. Alors ça, c'est évidemment, je pense les consentements ont été échangés avant d'entreprendre ce genre de travail. Mais en tous les cas, la violence que ça impose à celui qui voit, donc c'est tellement stéréotypé en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des catégories qui peuvent être choisies à l'avance, et donc vous avez un appauvrissement complet des scénarios. De l'érotisme et de la fantasmatique. Exactement, parce que vous voyez tout le temps les mêmes scènes avec quasiment les mêmes femmes. Et donc au bout d'un moment, l'intensité va décroître. Si en plus vous confondez la réalité avec la fiction, c'est-à-dire que si vous voulez imposer à votre partenaire des codes vestimentaires ou une anatomie similaire, par exemple, est-ce que on peut demander à sa femme d'aller se faire poser des prothèses mammaires pour avoir des gros seins qui correspondraient, ou de se raser le pubis, ou se raser le pubis, ou avoir des tatouages, des piercings, enfin bon. Donc ça devient en effet compliqué pour les hommes à ce sujet, qui seraient addicts à la pornographie, parce qu'ils s'appauvrissent. L'énergie libidinale, elle s'entretient pas que par la pornographie, par la lecture, par des rencontres. On peut très bien vivre une soirée où on est séduit par quelqu'un, on emmagasine de l'énergie qu'on peut distribuer ensuite à sa partenaire. Mais ça, c'est la différence entre le fantasme et le désir. Le fantasme se réalise pas forcément, ou vaut mieux pas le souhaiter, alors que le désir, on est dans une volonté de concrétiser. Donc oui, il y a ces phénomènes-là qui font que cette énergie s'appauvrit, même si on n'a pas de problème de testostérone. Et alors, je vais juste rappeler un petit conseil aux femmes qui nous écoutent. Si vous avez envie que votre homme vous désire, admirez-le. Et le problème dans beaucoup de couples, c'est que les femmes, elles sont parfois, elles peuvent gagner parfois plus, elles peuvent travailler parfois plus, et elles peuvent perdre cette admiration pour leur homme. Et si elles perdent l'admiration pour l'homme, l'homme perd son désir. C'est un peu schématique, mais c'est quand même assez juste. Non, mais c'est vrai que c'est une piste à travailler. Après, dans un couple harmonieux où l'homme va admirer aussi sa femme qui travaille, sa femme qui prend des initiatives, sa femme qui fait du sport, c'est intéressant. Mais c'est dans un couple, c'est évidemment, il n'y a pas de rapport de force, absolument. Il y a une sorte de savant équilibre où la séduction, le désir s'entretiennent. C'est un vrai travail à plein temps. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, pour que le désir ne meure pas, il faut jamais le laisser mourir. Facile à dire. Exact. Bon, on va essayer de voir au cas par cas. En tout cas, je vous invite vraiment à témoigner. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Patrick est assez d'accord. Le rapport homme-femme change, et c'est peut-être ça qui tue un peu le désir des hommes. Il nous en parle dans un instant. Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Galliano qui nous présente son livre Andropause aux éditions Flammarion. Et justement, il y a beaucoup de conseils justement sur la sexualité des hommes dans ce livre. Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité, Marc. Bonjour Patrick. Oui, alors moi je pense que là ce qui est bien intéressant, c'est surtout aujourd'hui peut-être qu'il y a des choses qui se voient, qui ne se voyaient pas avant. On avait une sorte d'iceberg, on voyait une partie émerger. Et je dirais que on n'allait pas chercher si les hommes avaient du désir ou pas. En gros, dans un schéma très ancien, déjà les femmes on savait pas qu'elles jouissaient. Après, on n'imaginait pas qu'elles puissent avoir du désir. Et donc tout ça est quand même assez nouveau dans notre organisation sociale. Et donc on était même sur des schémas où l'homme avait des pulsions, puis il devait avoir un objet sexuel dans le couple pour avoir quelqu'un qui fasse le devoir conjugal, et c'était tout. Alors qu'avec le temps maintenant, les choses deviennent plus peut-être nettes ou s'amplifient, que les femmes comprennent qu'elles peuvent à la fois avoir un orgasme plus du désir, tout ça est bien normal. Si à un moment donné elles ne retrouvent pas une adéquation entre ce qu'elles aspirent à avoir comme union charnelle avec leur compagnon, et à ce moment-là, elles peuvent se dire mais pourquoi lui il n'est pas plus en expression d'un désir. Et moi je vois quelque chose, finalement une opportunité. On pourrait le voir comme une contrainte ou quelque chose de nouveau, mais c'est une opportunité où chacun peut finalement faire le pas vers l'autre, et je dirais là où par le passé peut-être que les mecs un peu bourrins allaient vers les femmes en disant il est 20h, c'est l'heure, de la même façon qu'ils ont appris peut-être à demander un consentement, de la même façon les femmes même dans le couple, alors que ça peut plutôt bien faire lorsqu'on va dans un film de séduction, se dire tiens, comment moi aussi je peux enclencher des choses. Et Brigitte, vous avez dit quelque chose de parfaitement vrai. En tous les cas, ce qui peut jouer beaucoup, c'est la confiance en soi. Et si dans un couple, quelque part, il y a des petites rancunes et puis des reproches qui peuvent apparaître, la confiance en prend un coup. Et si on n'a pas confiance en soi, on a du mal à aller vers l'autre et donc de faire le premier pas. Oui, mais en même temps, cette révolution de la sexualité féminine, on va plutôt trouver que c'est positif. Je suis bien d'accord avec vous, Patrick. C'est que les femmes, quand même, n'ont pas assez conscience, à mon avis, de j'ai envie de dire la fragilité. Le mot peut-être un peu fort, mais de la fragilité des hommes. Et quelque part, on le voit bien quand une femme est très dans la demande d'un rapport sexuel face à un homme qui n'est peut-être pas suffisamment sûr de sa capacité érectile, il va éviter. Et à un moment donné, il va perdre son désir. Ça peut jouer, mais au-delà même de la capacité érectile ou de la peur de la panne, qui peut être chez certains plus présente que chez d'autres, le simple fait d'avoir confiance, parce que quelque part on fait une proposition, et donc si on n'a pas confiance éventuellement à gérer le non, parce que il y a des choses qui vont pas très bien, finalement on va préférer être potentiellement dans l'évitement que dans l'affirmation de quelque chose. Non mais Patrick, Marc Galliano, on les voit, ces hommes qui commencent à avoir des petites pannes, qui sont trop sûrs de leur sexualité. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils évitent les rapports. Totalement. C'est-à-dire que l'évitement aujourd'hui, c'est la première, on va dire le premier pas vers l'échec qui se chronicise. C'est-à-dire que on n'est pas sûr de soi, mais c'est pour ça que je rejoins aussi ce que dit Patrick. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est assez fragile, qui se travaille toute sa vie et qui peut, sur un regard ou une réflexion, des fois se briser. Et même si on n'a pas de problème d'érection ou d'andropause, le sujet c'est qu'aujourd'hui, il faut pas hésiter à consulter parce qu'on peut avoir des coups de pouce par la médecine allopathique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un Viagra, un Cialis, vous faites passer un cap au patient. Maintenant, il n'empêche que si c'est des problèmes de confiance plus importants, un appui en sexothérapie et en psychologie est fondamental. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est quand même quelque chose d'important pour ensuite avoir confiance dans le couple. Il faut d'abord se sentir bien avec son corps, bien dans sa tête, pour ensuite aller vers l'autre, et aussi être sûr de son couple, parce que l'érection, faut quand même pas oublier que c'est un phénomène de relaxation. On ne peut pas forcer un homme à bander, et un homme ne peut pas croire que l'érection, elle est volontaire.
L'érection, c'est un mécanique de relaxation qui fait c'est un appel. réflexe. C'est aussi réflexe, mais c'est un phénomène qui passe par la relaxation. Donc c'est une vasodilatation. Et donc tout ce qui est cortisol, adrénaline sont les poisons de l'érection. Donc il faut être en confiance et détendu pour avoir une bonne érection. D'ailleurs, on sait très bien que la première fois dans une rencontre sexuelle, si l'homme a envie d'être vraiment au top, il y a de fortes chances où ça ne marche pas. Alors oui, plus on arrive conquérant, plus on arrive sûr de soi. Bien souvent, c'est là où, alors si on rajoute un soupçon d'alcool en plus, c'est pas très bon. Donc oui, c'est un vrai challenge d'être bien dans ses baskets pour pouvoir avoir une vie sexuelle plutôt sympa. Alors là, on parle de couple établi. Donc c'est pour ça que dans les couples établis aussi, se rechallenger, se redécouvrir, c'est hyper intéressant parce que sinon, en effet, la routine fait qu'à un moment donné, les niveaux d'excitation sont moindres aussi. Et puis dans la jeune génération, les rencontres se font d'abord pas tellement dans la vie courante. Je veux dire, il y a toute une manière de se rencontrer, de se séduire qui a énormément changé et qui n'aide peut-être pas tellement les hommes à être en confiance. Alors, pour les applis de rencontre, ce qui est intéressant, alors ça, c'est pour avoir discuté avec plutôt des 20-25 ans. L'appli de rencontre, ça permet d'avoir un consentement éclairé. Oui, bien sûr. Déjà établi. Donc en fait, ils sont là-dessus. Pour eux, c'est beaucoup plus transactionnel. C'est-à-dire que on a matché sur un réseau, on a échangé, on a commencé à se séduire. S'il y a rencontre avec acte sexuel, il est déjà consenti. Donc là, ça peut quand même aussi, pour cette génération, aussi être rassurant. C'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir un dépôt de plainte après avoir passé la nuit avec quelqu'un. Parce que de toute façon, il y a une trace sur d'échange avant. Absolument. Donc ça peut les mettre en confiance. Ça peut les mettre en confiance. Mais s'ils sont face à une femme qui les regarde, qui dit bon alors ça y est, tu bandes, ça en fait perdre beaucoup de moyens à pas mal d'entre eux. Pas mal d'entre eux, à part ceux qui aiment être dominés. Bon, ça c'est encore. Et c'est vrai que c'est pas alors j'allais dire avant, c'est vrai que l'homme, Patrick a raison, il arrivait en conquérant et il était le chef d'orchestre de la rencontre. Et je crois que c'est ça qui aujourd'hui fragilise beaucoup les hommes, c'est qu'il n'est plus le chef d'orchestre de la rencontre. Enfin, il peut encore l'être, heureusement. Oui. Mais il faut s'adapter. On peut être un duo, ça c'est bien. Chacun doit prendre un peu sa part de la chose et d'aller vers l'autre et pas se dire attendre de l'autre finalement. C'est dans l'archétype finalement de je sais pas, ta femme. Oui, je suis évidemment d'accord avec vous, Patrick, sauf que j'entends quand même beaucoup d'hommes, dès que c'est pas eux qui sont un petit peu dans le contrôle des opérations, si je puis dire, ça leur fait perdre un peu les moyens. Oui. Faut que je leur parle alors parce que. Oui, parlez-leur. Il vous écoute, Patrick. Allez-y. Je vois pas du tout en quoi c'est. Enfin, en tout cas, moi personnellement, là, je vais en parler pour moi. Ça m'a jamais déstabilisé qu'il y ait une initiative prise par une femme quand j'étais d'accord et que je connaissais. Enfin, ouais, je me suis jamais dit tiens, je perds le pouvoir ou c'est pas moi qui suis le macho. Oui, mais Patrick, est-ce que vous avez des problèmes de désir? Non, pas vraiment. Bah voilà. Donc voyez bien que vous n'êtes pas le cœur de cible de l'émission d'aujourd'hui. Si vous saviez, et Marc Galliano va me le confirmer, si vous saviez, Patrick, le nombre de jeunes hommes de moins de 35 ans qui prennent déjà du Cialis, du Viagra, du Levitra et etc., ça paraît impensable. Alors aujourd'hui, c'est même des fois même plus jeune. Moi, j'ai des jeunes qui démarrent leur vie sexuelle en prenant des produits parce que ils ont très peur de ne pas pouvoir assurer. Il y a en effet une partie... c'est quand même très nouveau. Enfin, ça, c'est très nouveau. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes femmes qui ont... avec les réseaux sociaux, qui sont ultra indépendantes, ultra fortes physiquement, intellectuellement, et qui savent exactement ce qu'elles veulent en termes de jouissance, en termes de pénétration ou pas. Donc elles sont
quelque part en attente d'être satisfaite. Et c'est verbalisé. Donc, en face, il y a des jeunes qu'on leur a mis dans la tête qu'il faut être à l'écoute, il faut être, on va dire, en tout cas sortir du schéma masculiniste, viriliste des années 50, 60, 70 ou 80 même, encore. Et donc, eux, ils sont complètement perdus. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont entendu parler qu'il y avait des produits qui permettaient de bander plus longtemps, de revenir à l'action plus rapidement. Et puis, après, il y a encore aussi toute la chirurgie plastique autour de ça. On me demande de plus en plus le fameux syndrome du vestiaire. Donc là, moi, j'ai un argument qui est quand même très rassurant pour les hommes. Le pénis de sang et le pénis de chair. La plupart des verges sont des verges de sang, c'est-à-dire petites au repos et qui se déploient. Donc ça peut être très satisfaisant aussi pour la partenaire, puisque la verge peut passer de la taille d'un pouce à 2-3 fois sa taille en longueur et en circonférence, donc des pénis assez spectaculaires, alors que le pénis de chair, lui, on va dire qu'il est un peu plus détendu au repos, et donc il augmente beaucoup moins en érection. Ça, il paraît plus gros au repos. Exactement. Et donc bien souvent, quand on me demande des pénoplasties d'augmentation, j'informe de ces deux types de verges, et ça rassure déjà. Mais c'est vrai qu'on me demande de plus en plus des verges plus importantes, parce qu'il y a un souhait de la part des partenaires, et en particulier des femmes, d'avoir des verges, en tout cas, plus imposantes. Donc, oui, là, il y a quand même un changement de paradigme depuis quelques années. Oui. Donc c'est un vrai sujet, mais heureusement, vous avez la chance, Patrick, ça vous concerne pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à croire qu'il n'y a pas quelque chose quand même d'important à signaler. Et c'est ce qu'on va faire durant ces 2 heures. Mais merci en tout cas de cette intervention, Patrick. On continue dans un instant avec le Love Conseil du jour. On va parler de l'amour durable. Et puis vous pouvez, on aura Hélène aussi qui veut réagir et qui remarque aussi que les hommes ont des problèmes physiques. Elle nous en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Marc Galliano, nous allons parler de l'amour durable. C'est une expression, le terme durable, maintenant, on commence à la connaître bien. Et en fait, ce serait pour transformer le sentiment en amour durable. En fait, il y a 4 étapes qui seraient à traverser. Je me suis un petit peu penchée sur la question. Il y a d'abord la curiosité. Quand on rencontre quelqu'un, on est très curieux de la personne qu'on rencontre. Après, beaucoup moins, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce Love Conseil. Ensuite, il y a la connaissance. Après la curiosité vient la connaissance. Ensuite, il y a l'acceptation de la personne qu'on a choisi avec qui on a choisi de s'engager. Et ensuite, on y revient, l'admiration. Et c'est vrai que c'est vraiment important de comprendre que si on veut que son couple soit durable, il faut que ces 4 éléments que je viens de citer continue à exister. Alors évidemment, la curiosité, elle se fera moins fréquente qu'au début, mais quand même, il faut rester curieux de l'autre. Découvrir son partenaire, on n'a jamais fini parce que d'abord son partenaire, vous êtes d'accord, on évolue au fil de la relation. Et puis ensuite, il faut apprendre à le connaître encore mieux tel qu'il est, non pas tel qu'on l'imaginait, parce qu'au fil de la rencontre, on découvre aussi que l'autre, finalement, nous surprendre parce qu'on pensait qu'il allait réagir comme ça, puis finalement il réagit autrement. Il faut l'accepter. Ça, c'est parfois très difficile pour certaines personnes qui ont du mal à accepter ce qui ne correspondait pas à l'idée qu'ils en avaient. Il faut accepter ses états d'âme, ses opinions, ses réactions, et puis il faut le prendre tel qu'il est, parce que si on veut le changer, on risque d'avoir du mal. Il faut reconnaître ses défauts, parce que c'est facile d'aimer quelqu'un pour ses qualités, pour ses défauts, c'est peut-être parfois plus compliqué. Et puis après, il faut continuer à admirer l'autre, parce qu'une fois qu'on l'admire plus, c'est là où les critiques arrivent et où le désir disparaît. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que le jardin secret, bien sûr. Il faut cultiver son jardin secret. Il ne faut pas en donner les clés à l'autre. En tous les cas, il faut pouvoir l'inviter. Exactement. Il faut pouvoir l'inviter de temps en temps dans son jardin secret. Mais en tous les cas, il ne faut pas en faire le tour du propriétaire.
Donc ce mystère, oui, il concourt à garder la curiosité, l'envie de toujours chercher. Et puis alors il y a évidemment l'admiration, le respect quand même. Je pense que le respect, c'est aussi une clé importante de respecter l'autre dans sa différence. Vous ne croyez pas que quand on accepte l'autre, forcément, il y a du respect ? On le respecte ? Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mais en tout cas, oui, voilà, il faut accepter l'autre tel qu'il est, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie de rester avec cette personne aussi. C'est parce qu'il y a ce désir cette envie peut-être de complémentarité. Et on continue avec la sexualité, ce langage qu'on continue à développer avec l'autre, puisque c'est un langage non verbal. Donc on continue à avoir une langue qu'on pratique ensemble, qui nous est particulière à un couple. Parce que globalement, l'acte sexuel en lui-même peut être répété et répétitif, mais avec la personne avec qui on partage la vie qu'on aime, c'est à chaque fois un moyen aussi de dialoguer. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me fait penser à quelque chose qui peut aussi couper le désir d'un homme. Quand un homme a eu une vie maritale, sexuelle assez épanouissante par exemple pendant 20 ans avec une femme, cette femme le quitte, ou c'est souvent d'ailleurs les femmes qui partent, on le sait, il va se retrouver un petit peu en perte de confiance évidemment, et parfois il va retrouver une nouvelle partenaire, mais il va pas réussir à changer sa façon de faire l'amour, alors que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un d'autre, c'est une autre manière de s'adapter et de faire l'amour. Ça peut en effet aussi tuer le désir chez un homme. Oui, tout à fait. Et là, on en revient à la question de la confiance. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir s'abandonner à une nouvelle partenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la partenaire va driver un peu, ne serait-ce que pour expliquer ce qu'elle a envie. Oui, c'est-à-dire la découverte de ces zones érogènes, certes, mais après il y a la rythmique. C'est comme tout à chacun, on a tous nos rythmes, nos courbes sinusoïdales de vibration, et on ne vit pas tous de la même façon. Donc il faut les découvrir. Quand c'est un peu plus compliqué, l'autre doit être bienveillant et faire découvrir à son partenaire ses rythmes. Et dans ces cas-là, on arrive à une harmonie qui amène à beaucoup de satisfaction et de plaisir au sein du couple. Oui. On va donner la parole à Hélène, mais juste avant, je vous propose de jouer avec Sud Radio et avec Lelo. Vous pouvez gagner ce stimulateur clitoridien Lelo Dot Travel. C'est un petit stimulateur clitoridien qui est très discret, puisqu'il peut se mettre dans votre sac et vous pouvez l'emmener en voyage. Mais c'est pas parce qu'il est discret qu'il est impuissant, loin de là, puisqu'il a 8 modes de vibration à intensité variable. Vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort avant la fin de l'émission. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour Marc, merci de me recevoir sur votre antenne. Voilà, alors moi je vais vous parler de ma tranche d'âge qui est de 65 à 70 ans. Et là, je rencontre des personnes qui sont en plein manque de confiance, effectivement, parce que ils ont des traitements médicaux qui font que ça leur coupe leur élan, leur envie, et ils sont complètement confus, et des fois, ça devient obsessionnel de ne pas y arriver. Oui. Totalement. C'est là où on voit que Marc Galliano, vous avez du boulot pour aider les hommes à vieillir. Oui, parce qu'ils sont bien nombreux, vieillir. en plus. Il faut bien vieillir. C'est vrai que les médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui interfèrent sur la libido ou sur l'érection, voire les deux. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on passe les 65-70 ans. Si on s'est laissé un petit peu aller, on a oublié le sport, on dort moins bien. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Donc, si déjà on n'est pas sur le. Est-ce que, excusez-moi, je vous pose la question, Marc Galliano, parce que vous recevez beaucoup de patients. Est-ce que finalement les hommes qui ont entre 60 et 75 ans, disons, qui sont en couple, ont moins de problèmes justement érectiles que les hommes qui sont seuls et qui pourraient que Hélène rencontre? Non, ils n'ont pas moins de problèmes, sauf que quand on est dans un couple en confiance, on s'arrange.
C'est ça. C'est pas le sujet, mais quand on remet son titre en jeu tous les soirs, parce qu'on va danser, tous les soirs, peut-être pas. Hein, peut-être pas tous les soirs. 75 ans, il faut être raisonnable quand même. Mettons une fois par semaine ou 2 fois par semaine, voire peut-être plus. C'est pas évident. Mais c'est vrai que si on n'a déjà pas, et c'est ce que j'explique dans le livre, les 3 piliers du bien vieillir, qui sont l'activité physique, l'alimentation et le sommeil, si on rajoute un bêta-bloquant parce qu'on a des troubles du rythme, on rajoute 2 médicaments pour la prostate, pour le diabète, là ça commence à devenir très compliqué. Et même les médicaments simples d'utilisation comme le Viagra, des fois, ne marchent plus. Donc là, c'est évident que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on prend son Viagra et patatras, il n'y a pas d'érection. Alors là, la confiance, on prend un sérieux coup. Alors il y a ceux qui consultent, qui disent bon, je vais pas me laisser faire. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils se disent bon, ça sert à rien. Si le Viagra marche pas ou le Cialis marche pas, c'est foutu, ma vie sexuelle est derrière moi. Et puis après, il y a ceux qui relativisent, qui disent bon, j'ai bien vécu, maintenant on passe à autre chose. Non, il faut simplement consulter. Et il y a encore des choses à faire qui sont plus ou moins invasives. Hein. Demain, Hélène, vous rencontrez un compagnon qui a des grosses difficultés érectiles. S'il est capable et qu'il a la volonté d'avoir une érection, mais il existe des injections. On peut même mettre des prothèses péniennes pour ceux qui seraient rebelles aux injections. Donc il y a des moyens pour les hommes d'avoir une érection. Il y a tous les moyens. Faut-il encore que les hommes se prennent en main, Hélène? Et est-ce que vous avez l'impression dans l'ensemble qu'ils sont conscients? Ça a été le cas, parce que bon, j'ai rencontré, j'en ai pas rencontré énormément. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez, Hélène. Que j'ai rencontré, il y avait effectivement des injections. Un autre, c'était avec une pompe mécanique, mais après, ça cassait l'ambiance. Vous voyez, on se connaissait pas, on n'était pas. Moi, je parle pour les personnes qui veulent se remettre en couple, qui veulent rencontrer quelqu'un. C'est intéressant ce que vous dites, Hélène, parce que c'est vrai que pour une femme, ça peut casser en effet la sensation que c'est nous qui sommes responsables du désir de l'autre, quoi. Oui, c'est pour ça que je dis souvent à mes patients de faire ça discrètement. C'est-à-dire qu'au début d'une rencontre, soit on est vraiment en pleine confiance, on sait qui on est, on sait pourquoi on a ça, et donc on l'exprime clairement. Soit si on est un peu dans le doute, on est un peu timide, à ce moment-là, je propose aux patients toujours de faire leur injection discrètement, en proposant je vais me laver les mains, je passe aux toilettes, on s'injecte discrètement, et au bout d'un quart d'heure, ça marche. Pareil pour l'implant. L'implant pénien, il peut s'activer gentiment, avant, discrètement. Donc oui, après, il faut qu'il y ait un certain niveau de complicité, de confiance pour que quelqu'un passe, j'ai envie de dire, aux aveux. Donc voilà, oui, oui, mais après c'est tout un travail, si vous voulez, qui prend du temps. Moi, si vous voulez, à mon niveau, il y a tout qui marche bien. Donc je me mets un peu à leur place. Bon, je suis une femme, mais je peux me mettre à leur place dans ce manquement justement qui les traumatise. Et malgré ça, tout en étant gentille et très compréhensive, je veux dire, je les aide à dire, il n'y a pas que forcément, comme vous dites, la pénétration, bien sûr. Voilà, il n'y a pas que ça, mais il reste quand même, ça les freine. Et puis au bout de 6 à 8 mois, ça marche pas du tout. Oui, mais après, vous avez raison. En plus, c'est une génération où la pénétration reste quand même le but essentiel du rapport. Oui, je sais bien. Je pense que la jeune génération, c'est les hommes qui ont moins de 35 ans. Je pense que quand ils auront 65 ans, ils seront moins dans cette idée de la sexualité. Oui. Oui, mais on a beau leur dire, moi j'ai beau leur dire, tu sais, il y a l'affection, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a la présence, il y a des tas d'autres choses qui peuvent compléter sans que ça passe forcément par cet acte-là. Mais c'est pas évident pour eux, c'est vraiment pas évident. Et sans compter que aujourd'hui, avec les jouets qui sont à la vente, ces jouets-là, ils ne rivalisent pas du tout avec l'humain.
Enfin, je veux dire Non, mais au contraire, même les hommes devraient s'allier avec les jouets et tout irait bien, alors ils les prennent un peu comme des rivaux. Donc il y a vraiment toute une mentalité à faire changer. C'est ça. Voilà, je reste toujours dans la tranche des 65, 75 ans. Vous dites, bon après, voilà, c'est pas évident. Et donc comme il y a quand même pas mal de personnes qui ont cet âge-là et qui se retrouvent seules, donc c'est pas évident de reformer un couple. Ça prend énormément de temps et on finit par s'éloigner parce que il y a même plus de conversation, ou des fois ça tourne toujours autour de ça. Vous voyez, j'ai beau les mettre en confiance, vous voyez, mais bon, ça marche pas, c'est dans leur tête, hein, voilà. Voilà, et quand c'est très dans la tête, ça peut pas aller en bas, hein. C'est bien connu. Ça reste coincé dans la tête. Oui, ça les bloque. Hein. Oui. Oui. Écoutez, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vous ont écouté, Hélène, et qui ont écouté ce que disait Marc Galliano. On fait ce qu'on peut, nous, hein. On fait notre part. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir témoigné. On continue dans un instant avec Ludo. Je crois qu'il y a une question à vous poser, Marc Galliano. À tout de suite. Vous voulez 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Marc Galliano, vous êtes urologue, andrologue, vous êtes également cancérologue à Paris et auteur de ce livre Andropause. Et je crois que Ludo en profite de votre présence et vous avez une question à poser à Marc. On vous écoute, Ludo, allez-y, je vous en prie. C'est ça. Bonjour Marc. Bonjour Ludo. Déjà, je voulais vous remercier pour vos émissions qui sont très très intéressantes, hein, parce que Sud Radio est unique. Parce qu'il y a d'autres radios qui essaient de copier un petit peu, mais vous êtes unique, hein, vous êtes très unique. Merci. Donc, Ludo. Voilà. Donc je voulais poser une question à Marc un petit peu. J'ai 43 ans et puis j'ai une baisse de désir. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Pourtant j'ai fait un test sanguin. Tout est bon. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de diabète. La testostérone aussi est bonne. Enfin, c'est ce que le sexologue m'a dit. Que la testostérone est bonne et tout est OK. Alors, donc, et puis je pense pas que je suis déjà en andropause à 43 ans, sinon j'ai de quoi m'affoler quand même, mais bon. Non, mais j'espère. Et puis, je souhaite savoir qu'est-ce qui provoque cette baisse de désir. En fait, voilà. Alors, Ludo, en fait, si la testostérone est normale, la testostérone, elle n'est pas non plus, on va dire, indispensable au désir. Hein. Le désir, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une énergie qui se travaille toute sa vie. Hein. Donc, la testostérone, en effet, elle est, lorsqu'on en manque, à l'origine d'une baisse de la libido. Mais en tous les cas, on peut avoir une baisse de libido avec une testostérone normale. Là, il faut donc rentrer plus dans on va dire dans l'histoire de votre couple, hein, de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez moins de désir parce que vous avez 20 ans de mariage, les enfants commencent à grandir, vous avez des problèmes au travail, et donc en fait vous avez une charge mentale. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a une sorte d'énergie qui nous est donnée. Et si vous avez beaucoup de cette énergie qui est prise par les enfants, par votre travail, vous en avez un peu moins pour votre désir. D'autant plus que si vous êtes dans un couple établi depuis longtemps, comme on l'a dit avec Brigitte, hein, il faut pas oublier la curiosité, la connaissance et l'admiration. Si après vous avez tendance un petit peu à, alors j'allais dire quelque chose d'horrible, mais si votre femme fait partie des meubles, votre désir va être un peu moins fort. Il faudrait peut-être aussi on désire pas une table. Non mais Ludo, vous avez une idée de ce qui a changé dans votre vie au moment où vous perdez un peu à partir du moment où vous perdez un peu le désir. Si c'est un peu, j'aime bien l'idée de toujours remonter à la source. À un moment donné, vous aviez du désir. Aujourd'hui, vous constatez que vous en avez plus beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie entre ces deux moments? Alors, entre ces deux moments, il y a eu un peu le domaine professionnel qui est assez prenant, là, ces temps-ci, un peu stressant parce que je suis tout le temps en déplacement. D'accord, on a déjà une réponse, hein. Bon, d'accord. Non, mais je pense que à la base, quand le stress, quand on rentre à la maison, ça devrait être... Non, Ludo, le stress est un anti-désir.
D'accord. Et comment y remédier à ça? Il faut prendre quelque chose Il faut déjà qu'il y ait un sas de décompression entre le moment où vous rentrez du travail et le moment où vous retrouvez votre femme. Alors qu'est-ce que vous pourriez me conseiller le vélo. Qui soit le plus le vélo. Le vélo. Pourquoi Si vous, pas alors je peux. Oui, pourquoi pas. Moi, ça fait 15 ans que je fais du vélo dans Paris. Alors évidemment, c'est pollué, donc il faut pas non plus trop forcer. Mais par exemple, quand j'ai eu mon cabinet chez moi pendant quelques années, je m'imposais de sortir de mon cabinet, de descendre les 4 étages à pied, de faire un tour dans le quartier, soit de rencontrer quelqu'un, prendre un verre ou promener mon chien, et ensuite je revenais chez moi. Alors que j'avais qu'à ouvrir une porte et fermer une porte, mais en faisant ça, on ramène tout à la maison. On se lave la tête. Exactement. Donc lavez-vous la tête. Moi, je pense que le vélo c'est l'idéal parce que quand on roule, il faut faire attention aux autres, il faut faire attention à la route, et donc on pense à rien. Il faut faire attention à ses testicules. Attention à ses testicules, ne pas s'asseoir dessus quand on monte sur la selle, bien sûr. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Bah oui, mais du coup on en prend soin, on les positionne bien. Et en plus vous faites du sport, ce qui est plutôt pas mal parce que vous allez avoir de la dopamine qui va vous faire du bien, vous allez être content parce que vous allez faire une activité physique, et surtout pendant ce trajet à vélo, donc j'espère qu'il va durer au moins une vingtaine de minutes, pour que ça soit utile, ça vous permet de rentrer à la maison. Vous avez fait un peu de sport, vous avez soufflé et vous êtes beaucoup plus disponible pour votre femme qui va vous raconter elle aussi sa journée. Et donc vous allez la regarder un peu différemment et probablement que le retour au désir va être présent. Donc ça c'est déjà une idée importante parce que ça va évacuer votre stress. Et alors la deuxième ordonnance que je vous donne, Ludo, c'est de vous obliger de temps en temps à fantasmer sur des petites choses érotiques, sexuelles, qui pourraient être sympathiques. Juste pour remettre un petit peu dans votre cerveau du désir. Allez, pas de souci. Voilà. Le vélo électrique, pas électrique. Oh, mais vous êtes fainéant, Ludo. Alors, ce sont des questions un peu bêtes, mais on pense toujours vers le plus confortable. Donc voilà. Écoutez, moi je suis un adepte du vélo musculaire. Tant que je peux en faire, il faut en faire. Et par exemple, ma recommandation, il faut pas non plus forcer trop. Paris reste une ville polluée, mais achetez-vous un vélo musculaire. D'abord, quand on va vous le voler, ça sera moins cher. Il est peut-être pas en région parisienne, Ludo. Vous êtes où, Ludo? Non, je suis en Auvergne. Alors là, en Auvergne, c'est magnifique. Ça monte, ça descend. Alors là, peut-être plus le vélo électrique, parce que surtout si vous devez faire 20 minutes de côte, au bout d'un moment, vous allez... vélo électrique, c'est bien, en Auvergne aussi. Je vous remercie énormément pour vos conseils. Et puis, je tâcherai de les mettre en pratique dès maintenant, quoi. Mais surtout, vous voyez, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut rappeler les choses essentielles. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison que vous retrouviez pas votre désir à partir du moment où vous arrivez à évacuer votre stress et que vous refaites fonctionner votre machine érotique. Donc, soyez confiants. Et puis, peut-être rien que le fait de nous en avoir parlé, ça peut suffire. Mais le vélo en plus, le vélo en plus, c'est pas mal quand même. Le vélo en plus. Très bien. D'accord. Merci à vous, c'est très très gentil de vos conseils. Et puis au travail. Eh oui, c'est à vous de travailler. Non, mais je crois que c'est vrai. On le sait. On le sait que les métiers plus à stress font moins l'amour que des métiers où on n'a pas de stress. Oui, tout à fait. On le sait depuis très longtemps. Alors, on va se retrouver après les infos avec notamment Karine qui considère que le désir masculin aussi doit se travailler. On verra ce qu'elle en pense. Mais on est assez d'accord, je crois. Ouais. Et puis la petite devinette du jour. Elle me fait rire celle-là, mais bon. Comment on appelle le sperme d'un policier? Est-ce que vous avez une idée sur ce sujet? Vous pouvez y réfléchir pendant le temps des infos et on en parle tout de suite après. Vous avez des questions à poser à Marc Galliano. Profitez de sa présence. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Dès votre réveil, écoute Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Marc Galliano. Vous êtes urologue, andrologue, cancérologue. Vous êtes également auteur de cet ouvrage Andropause, préserver vos capacités physiques, intellectuelles et sexuelles. C'est aux éditions Flammarion. C'est un livre que vous avez écrit pour aider les hommes à bien vieillir, aussi bien sur le plan corporel, intellectuel et sexuel. Ça va un peu de pair, hein. De toute façon, quand il y a quelque chose qui se dégrade, en général, tout se dégrade. Ouais, c'est ça. C'est cette triade qu'il faut. Si on arrive à maintenir le cap, hein, comme un navigateur, même en remontant au vent, on arrive à beaucoup mieux vieillir, et en vieillissant bien, on préserve c'est aussi ses capacités sexuelles. Bien sûr. Et en préparant l'émission, vous me disiez, Marc Galliano, qu'en fait, il faudrait que les hommes s'occupent de leur santé, à la fois mentale, physique, plus tôt. C'est souvent quand les premiers problèmes arrivent. Oui. Et donc finalement, on le sait, hein, c'est en amont qu'on prépare son futur. Et en santé sexuelle, je pense que si on arrivait à organiser une consultation dès l'âge de 13 ans, 13 ans 13 ans, pour moi c'est 13 ans, c'est-à-dire qu'au début, on est au tout début de la puberté et on commence à apprendre à expliquer aux jeunes leur anatomie. C'est quoi une verge, comment c'est fait, c'est quoi un frein, un prépuce pour ceux qui en ont encore un gland, à quoi ça sert un gland. Et puis on descend un peu, on parle des testicules, la prévention du cancer du testicule, c'est quoi un varicocèle, comment c'est fait, les orifices inguinaux, les testicules qui montent, qui descendent. Il y a une multitude de choses qu'on pourrait expliquer aux jeunes garçons, à l'adolescent. Lui expliquer surtout que l'adolescence, c'est un déferlement d'une super testostérone qu'on appelle la DHT. Ils vont être crevés, fatigués, ils vont grandir, ils vont changer de voix, avoir du duvet. C'est horrible. On a à la fois un enfant, parce qu'on a des intérêts qui sont encore au jeu, et puis on a en même temps les testicules qui grandissent, la verge et puis on a tout le temps envie de se masturber. Des bouleversements fondamentaux. Il faut les prévenir. Et donc une fois qu'on a médicalisé ces jeunes garçons, on leur a donné l'habitude de se confier à un médecin, de parler de leur anatomie, de parler de choses. Moi, j'ai quand même des jeunes garçons qui me confient, qui me parlent de drogue, qui me parlent des fois d'agression sexuelle, de harcèlement sur les réseaux sociaux, à qui ils en parlent. Donc dans le cadre de la consultation, on est lié au secret médical. Donc c'est un lieu où aussi on peut se confier. On les accompagne 14 ans, 16, 18, et ensuite ils reviennent nous voir quand ils veulent. Mais quand on leur a donné déjà cette habitude... Ça va leur donner confiance dans leur corps et en eux. En eux, ils auront une sexualité beaucoup plus, probablement beaucoup plus épanouie. Ils feront faire attention à leur santé, ils vont se laver les dents, ils vont se laver régulièrement, ils vont changer de caleçon. Et puis évidemment... Je vais leur expliquer à un moment donné qu'il faudra bien venir me voir à 40, 45, 50, parce qu'on va parler de prostate, de cancer du côlon, de bilan cardiovasculaire, mais ils vont être habitués. Quand je vais leur dire, un jour ou l'autre, tu auras l'andropause, ils viendront pas à 60 ans en me disant, qu'est-ce que c'est que ce mot? Oui, en effet, je me sens un peu fatigué, j'ai moins de libido, j'ai moins d'érection, je crois que je l'andropause. Voilà. Donc en fait, médicaliser les jeunes garçons comme on médicalise les jeunes femmes, ça va permettre d'arriver probablement à une égalité homme-femme en termes de santé, et notamment santé sexuelle, et donc on aura peut-être un avenir meilleur. Eh bien, bon courage Marc Galliano, parce que Merci. Ça va pas être si simple. Votez pour moi. Avant de donner la parole à Karine, je voudrais la réponse à ma devinette. Comment on appelle le sperme d'un policier ? Vous avez pas eu le temps de réfléchir, évidemment. Non, ça m'a... Je suis bon public, mais je suis pas très bon. Oui, c'est assez rigolo. On appelle ça du blanc de poulet, évidemment. Ça paraît évident. Mais bien sûr. Une fois qu'on a la réponse, c'est toujours facile. J'adore. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Marc. Merci de prendre la parole, Karine. Oui. Donc pour on parlait vous, du désir, le manque de désir des hommes. Oui, pour vous, le désir masculin, ça se travaille comme le désir féminin, c'est ça, vous voulez dire ? Oui, mais je pense que ça dépend en fait des âges. Je pense que quand on arrive à mon niveau, à la cinquantaine, c'est plus un confort mental, arriver à une détente, c'est-à-dire à se déconnecter un peu de la vie de tous les jours et arriver à avoir un moment précieux à deux où on s'occupe juste de nous. Vous êtes en couple, Karine ? Ah oui, moi je suis mariée depuis... Oui, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, d'accord. Et vous avez l'impression que votre homme est toujours à l'aise avec son désir ou qu'il l'a un peu perdu ? Non, ça va bien. Ça va bien ? Non, je pose les doigts, ça va, il va faire 51. Ça va ? Non, ça va, franchement.
Justement parce qu'on s'accorde un peu cette déconnexion. C'est ça, vous vous donnez des petits rendez-vous, quoi. Vous êtes, c'est des petites bulles. On s'accorde des petits moments, oui, voilà. Vous faites pas l'amour le soir après le repas, la télé, au moment où vous êtes totalement crevé. Non. Parce que ça marche. Après la douche, oui. C'est à des moments un peu plus où la pression de la journée est retombée et que voilà, on fait pas ça machinalement. C'est bien, c'est intéressant. Comment expliquer ça, quoi. C'est un peu plus câlin, c'est un peu plus cocooning, c'est pas acrobatique, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. On a plus 20, 30 ans, quoi. Donc, je veux dire, c'est différent. C'est une autre approche. C'est plus serein, plus... Ce que j'entends, il me semble, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que votre sexualité a évolué au fil du temps. C'est évident. En 15 ans, on apprend à se connaître. On arrive à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Oui, mais c'est évident pour vous, mais c'est malheureusement pas évident pour tout le monde. Et pourtant, à l'écoute. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver son bien-être pour lui comme pour moi. Après, c'est vrai que c'est ce qui fait que ça dure. Hein. Parce que si on tire juste un coup, excusez-moi du terme, pour dire allez hop, je tire mon coup... Et puis on tient pas compte de l'autre à savoir s'il a pris du plaisir ou pas. Au bout d'un moment, tu te lasses, quoi. Mmh. Et qui est-ce qui va le plus vers l'autre ? C'est moi quand même. Oui, ben voilà. Donc quand les hommes ont une femme qui est dans le désir, en général, ça maintient quand même bien leur désir. Hein. Moi, je me mets plus à l'aise. Puis moi, je parle assez facilement. Mmh. Totalement. J'ai pas trop de tabou à ce niveau-là, je discute assez facilement. Même avec, j'ai 3 garçons, donc même les garçons, on en discute. Enfin, je veux dire, l'aîné un peu moins, il est plus pudique, mais les 2 suivants, j'ai pas de problème à parler de sexualité. Ils ont quel âge, vos garçons ? Alors moi, j'en ai un qui a un qui est né en 92, donc 34. Oui, donc lui, il est grand. Un qui est né en 96, donc bientôt 30. Et le dernier qui va sur 22. D'accord. Donc ils sont tous déjà adultes. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Marc Galliano, d'emmener dès l'âge de 13 ans les garçons à justement faire un examen médical ? Alors c'est un peu plus compliqué. Je sais que ça a été plus facile, moi, pour le deuxième et le dernier. Elle a voulu se faire décaloter. Tout ça, elle était très intéressée par ce problème-là, à savoir au niveau de l'hygiène, au niveau de l'évolution, tout ça. Il posait plus de questions. Donc, on a fait ce qu'il faut. On est allé voir les spécialistes, tout ça. Et maintenant, voilà. Il est adulte, hein, il va consulter quand il a besoin d'aller consulter. Oui, ils sont assez ouverts là-dessus. Après, dire qu'ils vont y aller comme nous, on y va pour un frottis, non. Mais, ils sont quand même à l'écoute de ce qui se passe, quoi. À l'écoute de leur corps. La génitalité féminine est plus complexe que la génitalité masculine, quoi qu'on en dise, de toute façon. Aussi. Oui, tout est à l'extérieur, non ? Oui. C'est plus simple d'accès. C'est plus simple d'accès, et puis il y a moins de bouleversements. Enfin, vous n'avez pas un cycle ovarien tous les mois. C'est quand même beaucoup plus complexe. La féminité est plus complexe que la masculinité. Au niveau biologique, bien sûr. Quand ils ont un problème. Eh ben, merci de votre témoignage, Karine. On va dans un instant donner la parole à Bruno. Normal, hein, il a envie de réagir parce que c'est un peu le contraire. Chez lui, c'est elle qui manque un peu de désir et on lui donne la parole dans un instant. Sud Radio. Nous sommes avec Marc Galliano aujourd'hui et on parle du désir, du manque de désir. Alors on parle du manque de désir des hommes, mais c'est normal que Bruno nous appelle pour parler du manque de désir des femmes, qui est, pour l'instant, je suis d'accord avec vous Bruno, c'est quand même plus fréquent. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, allez-y. Alors, moi, tout simplement, effectivement, je réagis à travers ce que j'entends, et ce qui est probablement vrai. Mais ce que moi je m'aperçois, c'est que les hommes aussi sont a priori délaissés, puisque moi ça fait 27 ans que je suis avec ma compagne, et effectivement, c'est de ce manque de désir affectif de la part de ma femme, qui moi, je suis très demandeur. L'équilibre que je trouve, c'est de fréquenter tout simplement des fois des saunas
libertin, on va dire. Avec, elle ne sait pas, mais quelque part j'ai son accord puisqu'on n'en parle pas, mais elle sait très bien que des fois, des soirs je m'en vais, elle sait très bien où je vais. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est peut-être aussi un manque de communication, et je m'aperçois que dans ces endroits-là, en discutant un petit peu avec les hommes, qui sont très fréquents, ils ont tous un petit côté bi ou hétéro-curieux, et on s'aperçoit que c'est pas par envie d'homme, c'est juste par besoin naturel d'avoir un acte sexuel. Mais en effet, je vais dire quelque chose que peut-être on ignore encore un petit peu, mais il y a dans la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 25 ans, des hommes qui se tournent vers les hommes, donc qui se tournent vers les homos pour avoir des relations sexuelles, tellement c'est compliqué d'avoir des relations avec les femmes. Donc, alors, moi, ce que je m'aperçois, c'est un petit peu le contraire. C'est plutôt des gens qui sont un petit peu plus âgés. Alors, il y a un peu de tout, effectivement, dans ces endroits-là. Il y a des jeunes, il y a des très jeunes, il y a des moins jeunes et il y a des beaucoup moins jeunes. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes de cinquantaine d'années, 50, 60 ans, et qui ont besoin de ça, parce que quand j'aime bien discuter, parce que c'est important, et j'ai l'impression qu'ils me disent tous que chez eux, c'est pas ça, quoi, c'est pas suffisant. C'est déjà, la quantité n'y est pas, la qualité n'y est pas, et puis c'est juste comme ça dure 5 minutes, c'est tous les jours au même endroit, à la même heure, enfin tous les 6 jours, je veux dire, et on voit ce manque, c'est un manque sexuel. Alors ils sont bien, c'est confortable, parce que peut-être parce qu'il y a la maison, les enfants, que tout va bien, mais que d'un point de vue sexuel, ils cherchent ailleurs pour trouver un équilibre. Et que les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'eux sont beaucoup plus libérés. Ils peuvent passer d'un partenaire à un autre sans aucun problème. Et effectivement, la bisexualité n'a pas l'air non plus d'être un problème pour eux. Je ne serais pas aussi optimiste que vous pour les jeunes, hein, Bruno. Mais votre témoignage est intéressant, parce qu'on entend bien dans ce que vous dites, même si vous l'avez pas dit comme ça, qu'il y a un besoin, sexuel qui est là, et que la société, de toute façon, pour l'instant, ne veut toujours pas l'entendre. Oui, alors moi ce qui me fait rager un peu, c'est que effectivement, quand j'entends vos émissions, j'entends toutes ces femmes qui se plaignent du manque de sexualité de leur mari, j'ai envie de hurler: je suis là, mesdames, je suis là, venez. Je n'attends que ça. Mais c'est vrai que c'est mal foutu des fois, parce que. Oui, mais parce que ça ne se discute pas au moment de la rencontre et au moment de l'engagement. Moi, j'avais dit un jour en plaisantant, on devrait faire passer un test aux couples qui s'engagent pour voir s'ils sont compatibles sexuellement. C'est ce que me dit souvent Yves Pslati, qui me fait rire avec ses termes, parce que oui, il y a des hommes qui sont sexophiles, et il y a des femmes qui sont sexophobes, et si on épouse une sexophobe, forcément à un moment donné ça va coincer. C'est ça, c'est peut-être ça le problème. Alors, par contre, j'essaie de compenser, voyez, tout bête, en écrivant des récits ou des podcasts érotiques, voire très très érotiques. Et je me réfugie un peu là-dedans parfois, c'est vrai. Pourquoi pas, si ça vous fait du bien. Sûr. Parce que maintenant, il faut que je trouve un éditeur pour pouvoir les faire lire, parce que ce sera encore mieux. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais voyez, Bruno, ce qui est toujours intéressant, et je crois que c'est là où on pourra, et d'ailleurs c'est le propos du livre d'ailleurs de Arthur Vernon qu'on a reçu la semaine dernière, là où on pourra avancer, c'est le jour où on reconnaîtra que la sexualité, ça a quand même une importance pour la vie de certaines. C'est le plus important. Eh ben, j'entends bien que pour vous c'est le plus important. Je ne dirais pas que c'est le plus important pour tout le monde, mais ce qui, et donc c'est un peu dommage que on n'en tienne pas suffisamment compte quand les couples se forment. Ah bah totalement. Oui, mais alors vous savez, pardon. Oui. Non, je disais, moi souvent ce que j'ai dit en consultation, c'est question de rythme aussi. On a chacun nos rythmes. Il y a des hommes qui ont des rythmes journaliers, donc ils ont un besoin tous les jours d'avoir une relation sexuelle. D'autres, c'est une fois par semaine, mais j'ai des patients qui, à 1 mois, sont très bien, sont très heureux. Donc en effet, quand vous rencontrez quelqu'un qui est à 1 mois et vous êtes à tous les jours, c'est compliqué de faire un pas vers l'autre. Donc alors, c'est pour ça que... On est tous différents de ça, ça je l'entends bien. Bien sûr. Ce que je m'aperçois aussi en discutant avec tout un tas de gens, c'est que bien souvent, et je ne vais pas dire tout le temps, mais bien souvent, les séparations sont dues quelque part à la sexualité. Bien sûr.
Oui. Et ça, je trouve ça dramatique, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire dans un couple, la sexualité. Oui, quand on est comme vous, très ouvert à tout. Non, quand on y pense. Non, mais Bruno, attention, parce que les couples se séparent souvent parce qu'il n'y a plus de sexualité, mais en amont, il y a des tas de rancœurs, de règlements de compte qui sont dus au fait que la sexualité ne fonctionne plus. Moi, je pense que c'est dès le départ. S'il n'y a pas une bonne sexualité le départ, parce que quand je discute avec des couples qui sont très libertins, très très amoureux, quand je discute avec eux, ils me disent, écoute, nous, ça fait 30 ans ou 20 ans qu'on est ensemble. Dès le départ, ça a été comme ça, et ça nous rend le plus heureux du monde. Et effectivement, je pense qu'ils ont complètement raison. Ils sont très heureux et ils vivent et ils disent, nous, notre sexualité, c'est notre sexualité. Oui, mais Bruno, je vais vous renvoyer à votre problématique, parce qu'après tout, c'est aussi votre choix. Vous avez épousé une femme qui, dès le départ, vous aviez tous les indices pour comprendre qu'elle n'avait pas, qu'elle n'était pas, et vous avez décidé de rester avec elle, et c'est tout à fait votre droit. Et vous avez choisi, avec des non-dits que vous avez exprimés très clairement, de pas aborder le sujet pour des tas de raisons qui vous regardent. Bon, et vous faites vos petits arrangements avec vous-même et avec elle-même. Et après tout, moi, encore une fois, je n'ai aucun jugement. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais voyez, mais ne lui reprochez pas grand-chose, parce que vous avez fait vos choix. Ah, mais j'ai fait complètement mon choix. Alors, ce que je reproche pas, je reproche rien. Après, elle-même avec son. Mais je pense que s'il n'y a pas de sexualité dans un couple, c'est très très difficile d'aimer ou d'avoir l'amour. Je ne sais pas, je serais pas. Je pense que les deux sont liés. Parce que aimer quelqu'un sans sexualité. Mais ça, c'est un sexophile qui parle. C'est un sexophile qui parle. Je sais pas. Ben si, vous le dites bien que vous avez besoin, et que j'ai même l'impression que pour vous, la quantité et la qualité, c'est un peu la même chose. Pas forcément. Non, c'est peut-être le manque aussi qui me fait dire ça, mais je pense sincèrement que quand on aime, il y a de la sexualité. Quand il y a de la sexualité, il y a de l'amour. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, très rare les couples qui me disent, écoute, nous, on n'a pas beaucoup de sexe, mais on s'aime énormément. Ben, ça, je l'ai pas trop entendu, ça. Parce que vous fréquentez les saunas, vous fréquentez pas les endroits romantiques. Je parle d'un point de vue général. Je parle pas que des. Non, je vous assure qu'il y a des couples qui ont plus du tout de sexualité et où il y a beaucoup d'amour. Qui s'entendent très bien. Oui, franchement. De l'amour ou de l'affection? Quelle différence vous faites au bout de 20 ans? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'affection? Moi, je sais pas. Hein. C'est vrai, c'est toujours le dilemme, c'est ça. On sait pas. Bon, regarder quelqu'un dans les yeux, de lui dire dans les yeux je t'aime, ça a de l'importance. Je veux dire, c'est lourd en émotion et ça veut bien dire quelque chose, et on se le dit pas ou on se le dit plus parce que à côté, quand on discute un peu, il y a cette sexualité qui n'est plus là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des hommes qui ont réellement beaucoup de besoins sexuels, et c'est quelque chose, pour l'instant, je crois que je vais encore me faire quelques amis dans les féministes, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Vous êtes d'accord, Marc Galliano? Totalement. Mais il y a des gens qui ont des rythmes très importants, peu importe l'âge en fait. Il y a des hommes qui ont des besoins qui sont à satisfaire plusieurs fois par jour. Et c'est pas du tout une perversion, c'est simplement question de rythme. On a tous des rythmes biologiques qui sont différents en fréquence. Après, on a tous les mêmes rythmes, mais c'est la fréquence. Et là, on est bien d'accord, Bruno, Marc, on parle bien de rapport sexuel et non pas de masturbation. Bruno, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir des rapports sexuels. La masturbation ne suffit pas à combler votre besoin. Oui, non, mais on est bien d'accord. La masturbation, pour moi, c'est quand effectivement il y a un manque qui est là, ou sous forme de jeu quand je suis avec une partenaire. On est bien d'accord. Mais je pense que mais je suis presque persuadé que beaucoup d'hommes se masturbent seuls, pas par besoin de se masturber ou par le plaisir de la masturbation, juste parce qu'ils en ont besoin, parce que le reste ne se fait pas à la maison. Oui, il y a ce manque, toujours. Non, je pense qu'il y a un peu des deux. Oui, il y a un peu des deux, non, bien sûr. D'accord.
Il y a un peu des deux. Après, la masturbation, ça peut devenir une addiction, un peu comme l'alcool. On n'est pas très bien, on se masturbe, du coup, on a la. Oui, le corps réagit différemment suivant le niveau de stress. Plus on va pas bien, plus on a besoin de se masturber, comme plus on va pas bien, plus on boit. Enfin, ça montre bien la puissance de l'orgasme. Hein, de la sexualité, mais c'est certain, c'est certain. Et puis s'il n'y avait pas la sexualité, vous ne serez pas là, madame. Non, on est bien d'accord que je vous taquine. On est bien d'accord que c'est une base. Moi, c'est une base importante. Alors effectivement, c'est plus importante pour certains ou d'autres, mais cette base-là, c'est la base qui fait tout, qui fait les enfants. Je vais quand même répondre à votre petite pointe d'humour. Heureusement qu'il n'y a pas un enfant qui naît chaque fois qu'on baise, hein, parce que sinon la planète serait réellement en danger pour le coup. On est bien d'accord. Enfin, écoutez, merci de votre appel. Ça remet parfois un petit peu les choses à leur place, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu dans une sorte de puritanisme qui revient, comme si la sexualité c'est pas si important dans un couple, etc. Si, quand même. Hein, je crois que vous êtes d'accord, Marc. Complètement. La dopamine par la sexualité, c'est quand même la meilleure façon d'en obtenir. Merci Bruno, on se retrouve avec le Sexo Conseil. Je vous propose la boîte de Pandore et vous pouvez vous aussi réagir si vous le désirez sur Sud Radio 0826 300 300. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec Bruno, vous avez le droit évidemment de prendre la parole. 14. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, on va ouvrir la boîte de Pandore, Marc Galliano. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire que vous ne savez peut-être pas ce que c'est, cette fameuse boîte de Pandore, hein, qui quand on l'ouvre, on peut peut-être découvrir des choses qui vont nous dépasser. Bref, en tout cas, c'est une idée que je propose au couple. C'est une boîte à fantasmes, en fait. Hein, donc, ce serait une sorte de petit coffret très beau, un bel objet. Rien que de choisir déjà le bel objet, c'est déjà nourrir son érotisme fantasmatique. Et vous pouvez même, pourquoi pas, imaginer qu'il se ferme à clé, hein, ce qui rendrait le mystère encore plus intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Tout simplement, vous disposez des cartes, des petites cartes sur lesquelles seraient inscrites des idées, des positions, des utilisations d'objets, des massages spéciaux, des fantasmes, enfin bref, des petits trucs, pas forcément des choses importantes, hein, mais des petites choses qui peuvent nourrir votre sexualité de manière à la rendre un peu moins routinière, si je puis dire. Alors, on peut mettre des cartes de couleurs différentes suivant le sexe, suivant l'intensité du projet. Enfin bref, par exemple rose pâle pour un bain relaxant à deux, et puis rose vif, voire très rouge pour l'utilisation d'un plug. Hein. Bref, alors si vous savez pas ce que c'est qu'un plug, il faudra aller voir dans la boîte de Pandore le jour où vous tirerez cette carte. Bref, c'est intéressant parce que ça permet quand même de temps en temps de permettre au couple qui manque un peu d'imagination d'aller puiser dans la boîte un petit truc, et puis ça leur permet peut-être par exemple de le tirer le matin pour pouvoir faire l'amour le soir. Ça leur permet toute la journée de faire nourrir un peu la libido pendant toute la journée. Et puis après il faut pas qu'il y ait une obligation absolue de pratiquer ce qui est sur la carte, sauf si vous avez écrit les cartes ensemble. Mais si vous refusez ce qui est marqué sur la carte, qui serait peut-être écrite justement par votre partenaire, il faut que vous puissiez communiquer ensemble. Pourquoi vous n'avez pas envie par exemple, de mettre ce plug, et comme ça, il y aura quand même quelque chose qui va faire fonctionner la libido du couple, puisqu'il y aura eu un échange sur quelque chose de concret. Voilà. Bon, moi je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Hein. Oui, la boîte de Pandore, c'est un très beau projet. Voilà. Et nous avons notre gagnant qui s'appelle Yves, qui habille. Alors là, c'est une écriture, je ne sais pas l'écriture de qui c'est, mais c'est une écriture illisible. Donc, il est en Charente. Tapona, d'accord. Bon, il fait les CP comme CQ, hein, comme les Q, je voudrais rien dire, mais bon. Bref, donc c'est Yves, c'est Zach que vous avez, vous les auditeurs, en ligne avant de passer à l'antenne. Voilà, il faudra, bon, bref. Toujours est-il que c'est lui le gagnant qui va repartir avec le stimulateur clitoridien Lelo. Christophe, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Marc. Bonjour Christophe. Merci de prendre la parole. Vous avez envie de réagir sur le sujet, Christophe? Oui, c'est sur le manque de désir des hommes, et ces dames s'en plaignent. C'est aujourd'hui les jeunes générations, dont je ne fais pas partie, sont confrontées à pas mal de soucis, et notamment pour pouvoir rencontrer des gens, il faut pouvoir aller à la rencontre. Or, aujourd'hui, je trouve que, à part les sites de rencontres qui pour moi ne sont pas une fin en soi, rencontrer quelqu'un, c'est lui parler, lui sourire, se comprendre, enfin, aborder une discussion et qui peut éveiller le désir. Cependant, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu le retour de bâton, à force de trop de ceci, trop de cela, vous êtes trop comme ci, vous êtes trop comme ça, les hommes, ils font un pas de recul, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'être emmerdés, ils ont peur. Moi, j'ai entendu des histoires de femmes qui acceptaient de coucher avec des hommes et qui après allaient porter plainte pour viol, patati patata. Donc, relayés par des médias un peu, comment dire, propagandistes, tout ça fait que les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis plein de copains, des jeunes copains, qui font appel à des escortes quand ils ont des désirs, et puis après, ils passent à autre chose, quoi. Et voilà où on en est, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué, la relation entre les hommes et les femmes. Je parle pour les gens seuls. Hein. Après, pour les couples, c'est autre chose. Après, ça, c'est mon point de vue. Alors, en même temps, Christophe, je pense qu'il y a des jeunes qui vont très bien, qui sortent, qui se rencontrent, etc. Mais il y a toute une catégorie de jeunes qui, d'ailleurs, on voit bien le nombre d'hommes qui se disent masculinistes et le nombre de femmes qui sont très féministes augmente. Et ça fait deux courants qui s'opposent et ça va pas dans le sens de la réconciliation des sexes, ça c'est sûr. Et c'est bien dommage parce que je vois pas pourquoi on serait en guerre les uns contre les autres. Ça peut paraître tellement... ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, les hommes et les femmes sont des humains, quoi. Donc je vois pas pourquoi un serait plus fort que l'autre, l'autre moins fort que l'autre, aurait moins de désir. Et ça, c'est quand même assez bizarre comme cette ère dans laquelle nous vivons. Alors, il faut toujours comprendre sur le plan sociologique ce qui s'est passé. Et il y a eu une libération des femmes qui est évidente depuis pas mal de temps d'ailleurs. Hein. C'est depuis l'après-guerre, hein, en quelque sorte. Et tout doucement, les femmes ont évolué relativement plus vite que les hommes. Les hommes sont en train d'évoluer, je trouve. Et à un moment donné, ça va se réadapter parce que je pense que tout le monde a besoin d'amour. Forcément. Donc là, on parlait du manque de désir. Mais s'il n'y a pas une réconciliation, il ne peut pas y avoir de désir. C'est pas possible. Il faut pouvoir communiquer les uns avec les autres. Mais peut-être qu'il y a une chose qui me semble importante et qu'on ne comprend pas, c'est que la femme est plus puissante que l'homme sur le plan de la sexualité. Ça, c'est évident. Merci de me confirmer, Christophe. Et donc, tant que l'homme avait le pouvoir au sens politique du terme, eh bien, ça le rassurait. Là... Oui, le patriarcat, oui, je combat ça, moi, dans mes idées, effectivement. Non, mais je n'ai pas dit le mot exprès. Hein. Mais moi, je le dis. Oui, et donc là, aujourd'hui, il faut... et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce courant-là. Il faut aider les hommes à prendre confiance en eux, il faut rassurer les hommes, et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est pas en continuant à les mettre toutes dans le même sac, même si il y a une catégorie d'abrutis et de connards, on est bien d'accord. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Mais c'est dans les deux sens, ça aussi. Il n'y a pas que les hommes. Hein. Moi, pour avoir beaucoup de relations avec les femmes, et moi, je ne suis en relation qu'avec des femmes formidables. Des femmes formidables, d'une intelligence, d'une finesse. Beaucoup de contacts avec des femmes. Mais on est différents et il faut accepter nos différences et comprendre qu'on a tout à gagner à se retrouver. Voilà. Mais bien sûr, c'est évident. Marc Galliano voulait réagir au propos de Christophe. Non, mais on en revient toujours au point de la confiance. Quand la confiance n'est pas là, il peut pas y avoir une sexualité épanouie. Aller vers l'autre, il faut avoir confiance en soi déjà. C'est vrai que là, les hommes sont quand même un peu victime de la masculinité, c'est-à-dire c'est un piège, la masculinité qu'on a développé depuis plus de 10 000 ans. Maintenant, laissons un peu quand même le temps aux hommes. Hein. On peut pas effacer 10 000 ans de conditionnement
parce que c'était du conditionnement. On conditionnait les hommes à pas souffrir, à aller mourir à la guerre. Donc aujourd'hui, c'est plus. Alors peut-être que malheureusement, on est en train de revenir. On va revivre ça avec la montée en puissance de présidents qui ont tendance à garroyer. Donc, mais en attendant ça, là, on est en train de déconstruire 10 000 ans de masculinité. Donc il faut de temps en temps laisser aux hommes le loisir de reprendre leur souffle. Et donc cette confiance, ça passe par la confiance. Donc évidemment que les femmes, elles, sont pressées de se libérer de ce carcan qui les a enfermées, qui les a fait descendre du panthéon des dieux il y a 10 000 ans. Maintenant, voilà, qu'on retrouve un équilibre, ça va prendre encore un peu de temps, mais on va retrouver cet équilibre où hommes et femmes pourront être avancés ensemble dans la confiance et non pas dans la compétition, parce que la sexualité, c'est pas de la compétition, hein. On reste dans un partage, donc et dans un échange. Donc oui. Oui, et puis je crois qu'on a tout à gagner. Enfin moi, encore une fois, j'aime bien rappeler que le couple, c'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est un peu comme la démocratie, c'est le moins pire. Exactement. Et quelque part, c'est plus facile de vieillir à deux, c'est plus facile de construire une famille à deux. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, on est, je trouve aussi beaucoup en train de tout le temps critiquer le couple. On essaye de créer du polyamour, des tas de choses, mais ça marche pas si bien que ça. Tout à fait. Non, enfin j'ai l'impression. Complètement, oui. Les polyamoureux, là, ça a été aussi un phénomène de mode, hein. On parlait beaucoup de troubles il y a encore 5 ans. On n'en parle plus. Les polyamoureux, les fluides. Bon, après on va arriver dans quelque chose de très politique et très glissant, donc le transgenre. Bon, mais une fois qu'on aura passé tout ça, parce que c'est évidemment il y a beaucoup d'effets de mode. Oui, et puis on grossit beaucoup, hein, on est sous microscope actuellement, mais quand on va prendre... Les journalistes aiment bien parler de ce qui change et de ce qui... Et puis en politique, si on parle de transgenres, on parle pas de sujets encore plus importants. Donc maintenant, une fois qu'on aura pris un peu de recul, les choses vont à nouveau s'apaiser. Et bien sûr que... les couples, et encore le couple, c'est pas que le couple hétéro, hein, chez les homosexuels ou les couples lesbiens, sont traversés par les mêmes questionnements. Voilà, donc c'est la société qui évolue. Pour l'instant, elle évolue à son rythme, et je trouve que c'est un rythme plutôt intéressant quand même, puisqu'en quelques générations, on parle beaucoup plus librement, on fait beaucoup plus de choses qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Donc c'est bien. Il y a quand même une grande liberté et il faudrait qu'on la prenne dans le bon sens et pas dans le sens d'imposer à chacun, aux autres, notre liberté. En tout cas, merci Christophe de votre témoignage. Et puis, ça bouge et on reste positif, nous. Allez, on fait une petite pause, on va conclure avec Roxane qui veut rebondir sur le témoignage d'Hélène qu'on a entendu tout à l'heure et de ces hommes qui justement ont du mal à retrouver leur virilité. On lui donne la parole dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Marc Galliano. Je rappelle le titre de votre livre, Andropause. Préservez vos capacités physiques, intellectuelles et sexuelles aux éditions Flammarion. C'est un beau programme que tous les hommes devraient suivre. Roxane est avec nous pour conclure. Bonjour Roxane. Bonjour. Oui, je voulais apporter mon témoignage puisque nous sommes à l'aube de la retraite avec mon compagnon, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble et nous avons vécu pas mal de choses. En l'occurrence, d'abord un cancer pour lui, important, avec un traitement très très long qui a duré presque 3 ans, donc avec une baisse du désir plus physiologique que psychologique. Oui, mais le cancer... aussi bien pour les hommes que pour les femmes. D'ailleurs, ça tue la libido de toute façon pendant un certain temps. Oui, je ne crois pas que ce soit le cancer qui tue la libido, c'est le traitement. Oh, je crois quand même que le fait déjà d'apprendre qu'on a un cancer, ça, je pense que ça donne déjà mais vous avez raison, le traitement, certainement, ça c'est sûr. Donc je sais que dès le début,
puisque nous étions depuis peu de temps ensemble. Dès le début, nous nous sommes mis d'accord. Il était évident qu'il allait y avoir une baisse de libido. Nous nous sommes mis d'accord pour avoir d'autres gestes que forcément sexuels ou forcément avec pénétration, pour ne jamais se perdre en fait physiquement l'un l'autre. Ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. C'était très difficile pour moi qui était en demande quand même. Mais c'est là où je pense que Bruno, qui a témoigné tout à l'heure, fait une légère erreur d'appréciation. C'est qu'il ne faut pas confondre l'amour et la passion. La passion, c'est vraiment quelque chose, on s'y voit telle qu'elle est pendant X temps, un temps indéterminé, alors qu'en fait l'amour se nourrit, comme tout d'ailleurs, la haine aussi se nourrit, mais ce qui se nourrit pas meurt, et si on cherche d'autres moyens de pallier, et c'est ce qu'on a réussi à faire, ça, alléluia, on peut avancer comme ça. Et après, le plus compliqué a été, et mon compagnon le dit de lui-même, le plus compliqué a été d'en revenir. C'est-à-dire qu'une fois que le traitement était terminé, une fois on a quand même passé près de 3 ans comme ça, et il a fallu remettre entre guillemets la machine en marche d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus physique, beaucoup plus sexuelle. Enfin non, ça reste sexuel, mais et il a fallu, même si c'est long quand même si parfois on a envie de baisser les bras en tant que conjoint, à mon avis homme ou femme, c'est important d'accompagner l'autre pour justement trouver d'autres moyens de le faire réagir. Comme par exemple, je pense que les hommes sont beaucoup plus visuels que les femmes sont plus émotionnelles. Du coup, on jouait beaucoup avec des sextos ou à s'envoyer des gifs, vous savez, des micro-vidéos, ou à essayer de faire redémarrer en fait ce côté visuel du désir de l'homme. En tout cas, merci de votre témoignage, Roxane, qui montre à quel point, quand il y a communication à la fois verbale et corporelle, parce qu'on voit bien que les corps ne se sont pas éloignés, on peut s'en sortir, mais pour ça, il faut qu'il y ait vraiment des échanges entre les deux partenaires, et vous avez visiblement, vous n'avez pas lâché l'affaire, quoi. Oui, et c'est bien ici, même si effectivement il est à l'aube de l'andropause, parce que on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, on n'a plus les hormones à fond. Ça reste, il y a juste une évolution en fait dans les rapports. On peut pas demander, je pense, à l'autre, quiconque, homme ou femme, on peut pas demander à l'autre d'être tel qu'il était au début, parce qu'au début on a une méconnaissance, quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de très enivrant dans la relation à l'autre, qu'elle soit sentimentale ou physique, et à force de se connaître, ça disparaît pas, juste ça change, ça évolue, et il faut évoluer avec en même temps. Oui, mais il faut évoluer en même temps, et je pense quand même que dans des couples, il y a beaucoup de couples où malheureusement on n'évolue pas de la même manière, on n'évolue pas en même temps, et à un moment donné, on se perd, quoi. Vous, visiblement, malgré la maladie, qui est quand même aussi une grande épreuve dans un couple, hein, vous avez su garder le lien, quoi. Oui, on peut rester à dialoguer, surtout parler. Parler, voilà. Donc je pense qu'on peut. Mais je crois quand même, je sais, Marc Galliano va donner son avis aussi, je crois quand même que chez les hommes qui sont en panne de désir, qui se coupent de désir, c'est souvent des hommes, comme on les appelle, qui s'enferment dans leur caverne. Je pense que c'est des hommes qui ont du mal à parler de leurs émotions, qui ont du mal à parler d'eux, hein. Complètement. Non, mais la Roxane, on est vraiment dans... En tout cas, moi, en tant que cancérologue, parce que c'est les cancérologues qui m'a parlé, on est dans une conformation idéale, parce que souvent, je fais appel à des sexologues, à des psychologues pour soutenir les couples, parce qu'en effet, quand on annonce à un patient de 52 ans qu'il va avoir un cancer de prostate, on va lui retirer la prostate, il y aura plus d'éjaculation, il y aura des difficultés érectiles. C'est très violent, et donc l'homme a tendance à se replier sur lui-même. Parce qu'il doit faire face à la maladie. Et donc, en effet, là, vous avez été formidable. Vous avez instauré le dialogue, la confiance, vous l'avez aidé. En plus, ce que j'ai compris, c'est que vous étiez sur une nouvelle relation. Donc, et donc, enfin, vous êtes un vrai exemple de ce qui devrait se passer
pour tous les couples qui sont atteints d'un cancer. Alors pas que les hommes, mais les femmes aussi. Un cancer du sein, c'est la même. C'est aussi très compliqué parce qu'en plus il y a l'image corporelle. Là, l'homme, ça se passe à l'intérieur du corps, mais symboliquement, c'est très violent. Et oui, vous êtes un vrai exemple de ce que devrait être un combat mené à deux contre la maladie, mais surtout ne pas se perdre. C'est-à-dire garder le contact, garder l'affection, et puis la sexualité. Bien évidemment, c'est pas que la pénétration, mais garder ce contact, ce dialogue, c'est formidable. Bien sûr, là, en tout cas, vous êtes un très très bel exemple de ce que j'aimerais bien avoir beaucoup plus souvent au sein de ma consultation. Il y a des couples qui s'écoutent, qui s'entendent, qui se parlent et qui vont dans le même sens et qui gardent le même rythme. Parce qu'en effet, je reviens souvent aux questions de rythme. Alors j'aime beaucoup la musique, mais c'est vrai que il faut osciller de la même façon pour pouvoir préserver son couple le plus longtemps possible et pas être jusqu'au boutiste. Mais en tous les cas, quand on est dans un beau rythme, on peut aller très loin ensemble. Donc bravo. Mais vous voyez, Roxane, il y a une chose quand même que j'ai envie d'ajouter parce que j'essaye toujours d'avoir beaucoup de bienveillance pour tous. Vous avez certainement la chance, vous, Roxane, d'avoir une bonne estime de vous-même, une confiance en vous et suffisamment de bienveillance pour l'autre, puisque vous n'êtes pas, vous vous sentez pas en danger si l'autre est malade, voyez. Et c'est ce qui vous permet aussi, du coup, d'aller à son secours et de tendre la main. Et je crois que c'est le problème aussi de l'épreuve que rencontre le couple. Dans un couple, quand il y a une épreuve qui arrive, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit comme vous, Roxane. Sinon, ça peut pas tenir parce que ça met en danger dès qu'une épreuve arrive dans le couple et on peut fuir justement ou on peut s'enfermer. C'est aussi toute la difficulté du couple. C'est vrai, mais je pense que c'est pas forcément toujours le même qui rattrape la barque. Non. Voilà, Ça, il y a chacun son tour. On a eu des passes, ça fait 15 ans. En plus, on a l'avantage de jouer beaucoup. En plus, si vous êtes tous les deux avec une bonne confiance, une bonne estime de vous-même, forcément, c'est idéal. Ça marche. Parce que dans les couples, il y en a souvent un qui est beaucoup plus sûr de lui que l'autre. Souvent, il y en a souvent un qui tient un petit peu la barre. Et d'ailleurs, c'est quand celui qui tient la barre qui a une maladie que généralement l'autre tombe. Ah oui, d'accord. Vous voyez ? Oui, c'est vrai que quand on s'est connus, il n'était pas aussi à l'aise que maintenant. Mais voilà, l'entreprise, ça lui a plu, le rythme lui a plu, et voilà. Et on joue énormément, tout le temps. Donc ça aide. Il faut pas focaliser, en fait, quel que soit d'ailleurs le malheur. Si le malheur qu'on en éprouve est de l'ordre du désir sexuel ou qu'il soit de l'ordre d'un pas familial ou d'argent, quel qu'il soit, vraiment, il est nécessaire de ne pas focaliser. Il y a tellement d'autres choses autour. C'est vrai, moi j'ai votre même philosophie, Roxane. Je considère que rien n'est grave, c'est ce qu'on en fait qui peut devenir grave. Malheureusement, c'est une philosophie qui n'est pas très répandu, donc c'est pas si simple. En tout cas, merci. Joli témoignage pour conclure, Marc Galliano, parce que là, très beau témoignage. On aurait moins de travail si tout le monde s'appelait Roxane. Ça serait beaucoup plus facile, oui. Puis avec un prénom pareil en plus. Ah oui. Il y a on pense tous. Merci Roxane, merci beaucoup. Marc Galliano, votre livre s'appelle Andropause, c'est aux éditions Flammarion. Donc, message pour les hommes, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, exactement. C'est ça, il faut rester positif et on peut bien vieillir en pleine forme, mais avoir la volonté. Voilà. Et ça se prépare avant 60 ans. Ça se prépare. C'est ça que les hommes ont du mal à entendre. Oui, c'est ça. Il faut commencer tôt, dès la quarantaine. C'est ça. 40 ans, c'est le sommet, et puis après on va dégringoler de plus en plus vite. Et il faut dégringoler gentiment, voilà. Voilà, doucement. Là, il faut que la pente soit douce. Oui, c'est ça. Merci en tout cas, Marc Galliano. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Demain, on va aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je crois qu'il est important lorsqu'on parle de sexualité. On va parler de sensualité avec Philippe Arlin qui est sexothérapeute, parce que pour moi, la sensualité, c'est quelque chose qui commence bien avant de rentrer dans la chambre à coucher, et c'est quelque chose que peut-être assez méconnu et qui pourtant apporte beaucoup. Voilà.
Sud Radio.